Bonjour les amis, j'espère que comme d'habitude vous allez bien. Écoutez, à toute chose, il y a une fin. Nous arrivons dans notre série de 15 vidéos, de 15 épisodes pour fabriquer une application de A à Z au dernier épisode, l'épisode numéro 15. Ici, je suppose que nous avons fait les 14 épisodes, nous avons fabriqué l'application Windows et nous l'avons déployée. Donc, elle permet de remplir les données du mondial. Je suppose qu'on a fait l'application mobile jusqu'à l'épisode 14, donc complète. Et maintenant, on va réviser, on va revoir ou découvrir pour certains parmi vous comment on déploie une application quand le développeur décide que ça y est, il est prêt pour la déployer sur les stores. Alors, je rappelle donc on est là, la flèche rouge, dernier épisode, déploiement de l'application mobile. Alors j'ai un petit peu mal à la gorge, donc je la vois un peu cassée. Veuillez m'excuser. On rappelle qu'on a fait deux applications dans ces 15 épisodes, l'application mobile Windows, pardon, l'application Windows est développée et déployée, et l'application mobile terminée, mais on va la déployer. Alors, juste pour, par expérience, vous montrer ce qu'il faut vérifier avant de commencer à vouloir donner votre application aux utilisateurs. Donc ici à gauche, ce que j'appelle finaliser l'application, c'est penser à ces 4 points. D'abord, pensez à ce que on a fait tous les agencements et les ancrages. Je vais vous en reparler. Est-ce qu'on a traduit tous les libellés et les messages de l'application si elle parle plusieurs langues? La mienne, elle parle français et anglais. Après, on s'assure en troisièmement, est-ce que tous les codes de l'application ils fonctionnent pour les deux configurations? Parce que j'avais décidé que mon application fonctionne pour Android et iOS, donc sur iPhone et iPad. Et dernièrement, on fait pas trop attention. Des fois, on a des erreurs dans l'application, soit graves, soit du warning. Il faut jeter un coup d'œil pour savoir si tout va bien avant de déployer. Et une fois qu'on a fait ces 4 étapes, maintenant on est presque prêt à déployer. Comment on génère et on déploie une application sous Android? Comment on génère et on déploie une application sur iOS? Je vais vous en toucher un mot. Alors on y va. Les agencements. Ça veut dire quoi? Donc je vais vérifier pour chaque fenêtre et chaque plan. Est-ce que j'ai pensé de vérifier que lorsque le téléphone est en vertical et que je lance l'application, donc en mode portrait, donc ça fonctionne. Généralement, on teste avec ce mode-là. Après, est-ce que quand l'utilisateur va tourner le téléphone, on va se mettre en horizontal, donc en mode paysage, est-ce que ça fonctionne, les champs rentrent bien, etc. Est-ce que ça fonctionne pour les smartphones et les tablettes dans le mode portrait et paysage? Il faut que je vérifie et que je corrige. Alors, j'utilise, si nécessaire, la dissociation des champs. Je vais vous toucher un tout petit mot parce qu'il y a des vidéos pour ça. Et après, je vais utiliser les ancrages pour s'adapter à toutes les tailles d'appareils mobiles. Alors, rapidement, les agencements, Windev va me permettre d'avoir 4 agencements minimum. Un agencement portrait pour le smartphone, un agencement paysage pour le smartphone, et pour la tablette aussi un agencement portrait, un agencement paysage. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir regarder éventuellement comment les champs sont placés dans les différentes vues, différents agencements. Si jamais je dois bouger les champs d'un agencement à l'autre, donc leur changer de position, ou je dois agrandir la taille des libellés, par exemple en tablette, je peux décider que les textes sont petits, donc je vais donner une police différente. À ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle ici en deuxième mot la dissociation. Je veux dire à Windev, tu me dissocies les champs. Je vous remontre sur Windev, mais regardez tout en bas de cette projection, de ce slide, il y a une vidéo que j'ai faite très longtemps qui s'appelle la VM5 qui vous parle des agencements et j'en ai reparlé dans notre application du foot à l'épisode numéro 9, donc des vidéos 14. Je vous montre quand même dans Windows. Ici, donc j'ai ouvert mon projet de l'application mondiale. Je vais ouvrir la fenêtre.
Quand je travaille avec une fenêtre ici, généralement on travaille avec le mode portrait téléphone. J'ai après aller dans l'onglet fenêtre là-haut et agencement. Je lui dis j'ajoute des agencements et généralement on travaille avec un appareil générique. Générique quand il vous proposera ici téléphone générique, multi-OS. Multi-OS, ça veut dire que c'est pour les Android et les iOS. Et ça veut dire aussi que je ne vais pas m'occuper à générer des vues, des écrans pour chaque taille de téléphone et de smartphone. Donc ici, regardez, quand j'ai fait ça, Windev à droite m'a créé le minimum. Ici à droite, vous voyez, je vais défiler. Il me crée deux agencements pour le téléphone, horizontal, vertical, donc paysage et portrait. Et puis il m'a fait pareil pour la tablette. Mais quand je décide que ça doit être plus grand en tablette, je ne peux pas l'agrandir pour l'agencement tablette, sinon il va s'agrandir aussi pour le téléphone. Alors ce qu'on appelle dissocier, c'est que vous prenez les champs qui vont bouger de place ou pour lesquels vous allez changer la taille, la police, le style, etc. Vous faites clic droit et là vous avez le droit de faire ici, je cherche ici agencement et je cherche ici, regardez, il y a 4 dissociations possibles. Vous dissociez la position pour vous bouger les champs d'un agencement à un autre. Vous pouvez dissocier la taille pour agrandir la taille, la hauteur, la largeur du champ. L'ancrage pour dire qu'il s'élargit, qu'il s'agrandit en hauteur, etc. Et la police pour avoir des libellés plus ou moins grands. Donc ça, il faudrait vérifier avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Je reviens dans le slide ici. On va utiliser aussi les ancrages pour s'adapter à toutes les tailles d'appareils mobiles. Ben, si j'ai par exemple un Samsung, je vais prendre un exemple concret, si j'ai un Samsung Galaxy S7, ben, la taille n'est pas très très grande, je veux savoir est-ce qu'il va s'adapter, mon application va s'adapter, les champs vont s'adapter à un Galaxy, par exemple S20, qui aura une taille et hauteur-largeur différente. À ce moment-là, pour chaque champ qui se trouve dans une fenêtre, dans un plan, il faut aussi cliquer droit, utiliser les ancrages. Et les ancrages, c'est lui dire, par exemple ici, parce que le champ il est tout seul sur une ligne, si je choisis ancrage largeur, ça veut dire que selon les téléphones, j'ai rien à faire. Windev va élargir la combo que je suis en train de prendre comme exemple, va l'élargir pour qu'elle occupe toute la largeur du Galaxy 20, alors que moi je l'ai testé sur un Galaxy S7. Je peux lui dire qu'il s'élargit en largeur et en hauteur, et ainsi de suite. Quand vous choisissez un mauvais ancrage, Windev va vous le signaler avec un warning, un avertissement. Donc, en tant que développeur, avant de déployer, je dois penser à tout ça. Alors, on imagine donc que vous l'avez fait. Si vous avez un doute, je rappelle, allez voir ma vidéo numéro 5 ou alors la vidéo 14, épisode numéro 9. Maintenant, on a décidé que l'application va parler au minimum 2 langues. Donc, moi, j'ai fait le français-anglais. Peut-être que vous avez rajouté d'autres langues. Qu'est-ce qu'il faut faire? 2 possibilités. Vous dites, bon, je vais à la main, je vais tout faire à la main, c'est gratuit, mais ça va me prendre du temps, c'est très fastidieux. Vous allez commencer à traduire les libellés, les contenus des champs, traduire les messages à afficher, etc. Je vous remontre. Par exemple, ici, je veux me mettre sur le plan numéro 1, j'ai pas de libellé, je vais me mettre ici, j'ai pas encore le libellé, je vais me mettre ici. Je prends d'ici, donc ce champ libellé. Je vais donc cliquer dessus et je trouve forcément dans la fenêtre de propriété, forcément pour le libellé, je trouve un endroit pour écrire en français, un endroit pour écrire en anglais. Pourquoi j'ai ces deux-là ici? C'est parce que lorsque j'ai créé le projet, je lui ai demandé les 2 langues. Je vais aller revoir mon projet pour vous montrer. Je vais me mettre dans l'onglet projet là-haut et je vais choisir ce bouton description. Donc la fenêtre du projet, description du projet s'ouvre et regardez les onglets à gauche. J'ai un onglet qui s'appelle langue. Et ici, j'ai fait français. J'ai rajouté l'onglet. Le 1 veut dire que le français sera au fichier d'office. Et en bas, j'ai des boutons pour rajouter une 3e, 4e langue, etc. C'est grâce à ça que lorsque je vais aller voir un libellé, ici, c'est à moi de traduire en français et en anglais. Donc, soit
je connais l'anglais ou d'autres langues, je le fais moi-même, soit je fais appel à Google Traduction sur le web, soit je trouve un traducteur professionnel que je paye, et ainsi de suite. Alors attention, il faut penser à ça, il faut penser à acheter des champs de saisie. Des fois, ça peut être des champs de saisie où il faut taper. Nous, on n'en a pas ici dans notre exemple, mais j'aurais pu avoir des champs de saisie. Il faut que le libellé soit aussi en anglais. Euh, Après, il faut penser à des choses qui sont, comme je vous le dis ici, les messages. Donc, par exemple, ici, je vais aller demander à Windev de me chercher est-ce que j'affiche des messages ici. Est-ce qu'on les a fait dans ce truc-là? Donc, je vais chercher ici, par exemple, Toast affiche. Est-ce que j'ai des messages qui permettent d'afficher un message furtif? Toast affiche. Je lui dis, je veux le faire sur tous les projets, juste pour montrer un exemple. Et si j'en ai pas, je vais faire qu'ici, est-ce que j'ai fait une fonction info qui affiche une boîte de dialogue? Rechercher. Oui, j'en ai une ici. Par exemple, je vais aller voir ici un code. Donc, il faut aussi penser à traduire ça. Ici, je les mets en commentaire, mais imaginez que, j'ai bougé ici, imaginez que vous avez des boîtes de dialogue avec la fonction info, ou alors avec la fonction confirmer qui demande à l'utilisateur de confirmer quelque chose, ou alors vous avez une fonction toast affiche qui affiche un message qui disparaît tout seul. À ce moment-là ici, il faudrait que vous puissiez le traduire. Alors, j'ai mis en français. Après, je viens avec ma souris au milieu, je fais clic droit, je fais traduire. Et Windev va me ouvrir une fenêtre qui me dit qu'est-ce qu'il faut mettre comme message si c'est de l'anglais. Par exemple, ici, je lui dis hello. Je fais n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer. Je fais OK. Et là, vous voyez, il y a une petite icône qui se met maintenant. Et quand j'approche ma souris, il me dit en français, en anglais. Donc, en tant que développeur, vous devez penser à traduire tous ces messages que fait l'application aussi en dehors des champs graphiques. Et parfois, vous faites aussi des choses en programmation. Donc, je le mets ici, c'est nécessaire, tester la fois utilisée selon la langue utilisée. Alors, moi, j'ai fait dans mon code, je vais vous montrer un code ici. Lorsque je voulais afficher les matchs, dans la procédure qui affiche les matchs, je l'ai appelé, je crois, match un pays. Je vais aller voir, oui. Ici. Alors, je cherche à réduire la partie en bas. Oui, ça, ici. Alors, regardez. Ici, à un moment donné, je vais afficher et je vais mettre, donc, quelque part, je vais stocker l'information affichée. J'ai mis phase de groupe. Mais ça, c'est l'application parlant en anglais. C'est pas bon. Quand je m'apprêtais à faire des matchs, je me disais que si dans la base de données, le match, il est dans la catégorie G, il faut que j'affiche à mon user de l'application phase de groupe. Et ça, il faut que je le traduise en anglais. Donc ça, ce n'est pas un champ, ce n'est pas quelque chose de graphique, ce n'est pas une fonction avec un message. C'est à moi de faire ici, donc, un selon, comme je l'ai fait ailleurs, donc ici nation, et je lui dis nation français, par exemple, ou anglais, et je commence à lui dire, tu mettras phase groupe si c'est en français, tu mettras autre chose si on est en anglais, etc. Ici, donc ça, ce selon, je vous l'ai déjà montré. Donc là aussi, il faut traduire, donc vous voyez que ça prend beaucoup de temps. Alors, je reviens ici. Donc, on imagine que vous finissez par voir que tout fonctionne et il faut vraiment vérifier à fond parce que les utilisateurs qui parlent anglais, quand ils vont télécharger votre application, s'ils, vous avez oublié puis qu'ils voient des messages en français ou des libellés en français, ils vont pas comprendre, ils vont pas apprécier. Sinon, il y a la solution que je vous présente à droite. Si votre application rapporte de l'argent, si vous avez une entreprise et que vous dites qu'il faut que ça soit professionnel et que vous n'avez pas le temps parce que vous allez faire d'autres applications, à ce moment-là, vous pouvez vous pencher sur un outil fourni par PCsoft, donc l'entreprise qui fait Windev, qui s'appelle WD Message et qui va permettre quoi? Quand vous le lancez, vous lui donnez le nom du projet, il va extraire tous les libellés, tous les messages de votre application, il va vous les mettre dans un fichier avec une colonne pour traduire tous les messages et les libellés qu'il vous a donnés.
À ce moment-là, vous traduisez vous-même ou vous donnez à un traducteur qu'il traduise dans ce fichier-là. Et quand c'est fini, vous allez réintégrer ce fichier dans votre application Windev qui va placer les traductions là où il faut exactement. Donc, beaucoup moins de temps. Comment ça s'utilise? Je vous montre ici. Vous allez sur le web. Ici, sur le web, vous tapez Windev, WDMSG, comme ceci. Vous voyez là, j'agrandis. Je mets toujours Windev pour tenter de tomber sur la documentation de PC Soft. Et ici, donc je vais trouver à un moment donné, vous le voyez là, je trouve un lien qui s'appelle WDMSG PC Soft. Donc au lieu d'aller sur les forums. Et là, je vous laisse lire. On vous dit ce que fait exactement WMSH. Donc, vous voyez. Et éventuellement, vous allez sur le site pcsoft.fr et vous regardez combien ça coûte et comment on peut le télécharger, qu'est-ce qu'il fait exactement. Donc ici, comme je le dis à droite. Donc une fois donc que vous avez fait cette deuxième étape qui est traduire les messages dans le deuxième, troisième langue, etc. Vous allez maintenant, en troisièmement, s'assurer que votre code fonctionne pour les deux applications, pour les deux configurations, comme dit Windows, Android et iOS. Certaines fonctions, là je vous donne un exemple qu'on n'a pas utilisé, mais je donne un exemple à gauche. Imaginez que vous voulez, dans cette application, chaque fois qu'un utilisateur utilise votre appli, vous voulez avoir la version de Android ou d'iOS pour savoir si les utilisateurs ils utilisent des versions récentes ou anciennes et vous allez stocker ça dans une base de données parce que vous allez faire des statistiques. Donc c'est un exemple comme un autre. Et ben vous allez utiliser des fonctions, vous voyez en bleu comme en bas comme 6 versions Android. Si vous tapez cette fonction directement dans le code d'un bouton ou d'autre chose, Windows va vous dire attention, 6 versions Android ne fonctionnent pas pour iOS. Parce que certaines fonctions de W langage fonctionnent pour certaines versions ou pas. Et à ce moment-là, vous aurez des erreurs. Il suffit que trouver la fonction équivalente dans l'autre OS. Alors, il faut avoir la chance de l'avoir parce que des fois, malheureusement, on a des choses qui fonctionnent que pour Android et il n'y en a pas pour iOS, ou le contraire. Alors ici, on me dit que pour iOS, il faut utiliser système version iOS. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle des exécutions conditionnelles. Je fais comme ça une écriture bizarre. Inférieur si, cible exécution, et Windows va me montrer toutes les possibilités. Je peux choisir iOS, Android, Windows, Linux, etc. Et je lui dis dans ce cas-là, si l'utilisateur il est en train d'utiliser mon appli sur un iPhone ou un iPad, donc en iOS, utilisez plutôt cette ligne, version, etc. Et moi, je stocke le numéro de la version de l'iPhone, de l'iPad dans une chaîne que j'appelle version OS. Si par contre, l'utilisateur il est en train d'utiliser mon application sur un Android, eh ben, j'appelle 6 version Android. Et une fois que vous avez fait ça pour toutes les erreurs qui peuvent se produire où Windows vous dit que ça ne fonctionne pas pour tel ou tel OS, vous allez maintenant dire, il faut que je teste. Si vous ne l'avez pas fait, il ne suffit pas de tester votre appli sur le simulateur de Windows. Il faut vraiment brancher avec un câble USB votre téléphone Android ou iPhone si vous avez. Et donc, à ce moment-là, le tester pour voir, il y a des différences entre le smartphone et le simulateur. Et des fois, il y a même certaines fonctions de Windows qui peuvent pas se tester sur simulateur. Par exemple, si dans votre application, vous devez prendre une photo avec l'appareil photo, ben, le simulateur, il permet pas de prendre une photo. Donc, vous testez avec smartphone pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Et vous pouvez aussi brancher directement sur un PC de développeur, un iPhone. Et à ce moment-là, pour l'iPhone, ils ont prévu, Windows, PC Soft a prévu une application qui existe déjà sur l'App Store. Vous devez télécharger à partir de votre iPhone ou iPad une application qui s'appelle WMDev. Et c'est cette application que vous démarrez à la main, vous touchez, vous la démarrez sur l'iPhone, par exemple, et après, vous demandez à Windows de tester sur l'iPhone. Et là, vous voyez est-ce que c'est la même chose ou pas. Donc, ça remplace pas de tester sur tous les appareils, mais au moins, vous avez une idée concrète de comment ça se passe.
Alors, dernière chose, donc, quatrième étape, on a, quand on teste, on a des fois pas le temps de regarder ce qui se passe en bas de Windev, où vous avez des fois ici des messages d'erreurs. Alors, dans Windev, si vous ne le savez pas, il y a deux types d'erreurs. Il y a les erreurs qui sont représentées avec l'icône euh, de la, comment il s'appelle, l'icône de sens interdit, donc rouge avec un petit truc blanc dedans. Quand j'ai des erreurs donc graves, c'est représenté par ce symbole de sens interdit. Il faut absolument que je corrige ces erreurs, sinon l'application ne passera pas en Android, en iOS. Et puis il y a les erreurs, généralement de l'interface graphique. On les appelle donc les erreurs d'avertissement. Ça n'empêche pas l'application de fonctionner, mais ça peut donner des dysfonctionnements, des champs qu'on ne voit pas entièrement, des champs qui disparaissent. Et Windows vous les montre ici, donc avec une petite icône qui correspond à une image. Par exemple, ici, il me dit, je vais vous le montrer dans Windows, j'ai laissé les erreurs. Ici, je reviens. Et en bas de mon code, j'agrandis la partie du bas. Je peux tirer ici sur le volet du bas. Ici, je vais réduire à gauche ici aussi. Là. Et regardez ici, je vais cliquer sur les petites icônes de ici du sens interdit. Il me dit là où je bouge ma souris, zéro erreur grave, donc ça peut se compiler et se déployer. Mais il me dit il y a deux erreurs ici de type avertissement. J'en ai une ici et il me dit que le titre de la fenêtre accueil est vide. C'est-à-dire que ma fenêtre ici, je ne lui ai pas donné de titre en dur. Bah ça, je l'ai fait exprès parce que quand je double-clique ici, je vois la fenêtre. Ici, je n'ai pas mis de titre en dur. Pourquoi? Parce que je voudrais le mettre par programmation et éventuellement le changer quand je veux et que ça fonctionne pour toutes les fenêtres de mon appli. Donc pour moi, c'est pas une anomalie. À ce moment-là, soit vous corrigez parce que vous avez oublié, soit comme c'est dans mon cas, c'est pas une anomalie, pour qu'il arrête de me montrer cette erreur, je clique droit dessus et je lui dis désactiver cette erreur parce que pour moi, ça, c'est pas grave. Et à ce moment-là, hop, j'ai une autre erreur, il faut que je vois. Et il me dit qu'il y a un libellé aussi que je n'ai pas signalé ou qui est vide pour les plusieurs langues. Par exemple, ici, si je double-clique dessus, il va me montrer ici le graphe qui s'appelle jouer, pas jouer. Et ce graphe, il me dit par exemple que le titre ici peut être vide, etc. Il faut que je vérifie. Donc, il faut corriger ces erreurs-là. Et une fois que vous avez donc corrigé ces erreurs-là, donc on passe à l'étape suivante. Pardon, je ne suis pas ici. Où est-ce que je suis? Ici, pardon. Et une fois que j'ai corrigé ces erreurs-là, je vais commencer à vouloir ici donc générer. Donc je vais commencer par la génération d'Android. Regardez la vidéo que j'ai faite qui s'appelle la vidéo VM3. C'est toute une des premières vidéos où je vous montre comment on peut donc créer une première application et la générer. Je vais juste faire des rappels. Donc ici, le plus important, c'est de savoir que vous pouvez générer soit un fichier libre, donc on dit un déploiement libre chez Windev, ça va créer un fichier qui a une extension APK qui vient de Android Package, et ça c'est pour le distribuer librement vous-même, soit à des personnes physiques, vous leur donnez ça sur une clé USB, vous le mettez ça sur un drive, ils vont le télécharger. Donc ça peut être dans une entreprise, on veut que ça reste dans une entreprise, mais ça dépasse pas l'entreprise. Dans ce cas-là, vous distribuez un fichier APK déploiement libre. Soit vous voulez les distribuer sur le store de Google, dans Google Play Store, et à ce moment-là, on génère un fichier qui va avoir comme extension .abb. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom du package, donc je vais vous montrer ça dans Windev, je vais faire semblant, donc dans Windev, de générer façon Windev. Donc ici, première chose, donc je veux me mettre en Android. Je vais mettre en Android ici. Je vais choisir, regardez sur la gauche, j'ai ici la branche qui s'appelle configuration. Et dans la configuration, j'en ai deux. J'ai application Android, application iOS. Je double-clique sur Android pour mettre en mode Android. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans l'onglet projet et je clique sur le bouton générer. Quand je fais générer, donc je fais suivant. Et ici, j'ai deux possibilités. Soit je génère déploiement libre, et dans ce cas-là, vous avez le fichier APK que vous donnez aux personnes que vous souhaitez, soit
vous faites une génération pour le store de Google, et à ce moment-là, je vais vous expliquer rapidement comment on fait. Donc, on commence par l'APK. Il n'y a que ce choix-là, mais les informations que je vais mettre dans l'assistant resteront la même pour les deux. Donc, je vais commencer par ça. Suivant. Ici, si vous n'avez jamais généré, il va vous dire il va falloir qu'il installe des outils. Et si donc vous laissez ce choix-là, vous n'avez pas le choix. Et après, ça va prendre quelques minutes, voire des fois un quart d'heure, 20 minutes, pour aller télécharger tous les outils de Google, ce qu'on appelle le SDK, pour permettre la génération de votre application. Suivant. Alors ici, le nom que vous allez donner définitivement, les noms que les gens vont voir sur l'icône de l'application et peut être différent de celui du projet. Et ici, donc, c'est ce qui est important, ce que j'appelle le nom du package, il doit être unique dans le monde. Je reviens dans le slide ici, je vous le dis là, par exemple Google, vous voyez ici le nom du package, Google, toutes les applications de Google, par exemple quand vous utilisez le navigateur web Chrome sur un smartphone, ben le package de ce Chrome pour Android, il s'appelle com.google.chrome. Quand ils font un agenda pour Android, et ben l'application, le package s'appelle com.google.agenda. Vous voyez qu'on est le début, c'est trois parties, séparées par des points. Le début, pour vous, ça peut être com. Si vous êtes un développeur personnel, la deuxième partie centrale peut être le nom de famille. Si vous êtes une entreprise, ça peut être le nom de la société. Et après, derrière, vous donnez quelque chose, un nom qui donne une idée sur le nom de l'application, qui désigne l'application. Par exemple, ici, moi, donc, je dis comme point mon nom de famille et après Mondial Foot 2022. Après, des choses très simples, vous choisissez une icône soit dans le catalogue de Windev, soit vous l'avez préparé. Vous donnez un email en bas éventuellement. Tout ça, je ne le refais pas parce que c'est déjà précisé dans la vidéo numéro 3. Suivant. Je vais juste insister sur des choses importantes. Ça, c'est pas important, c'est à voir. Ici, à chaque fois que vous générez, pensez à incrémenter le numéro de version ou alors vous cliquez sur incrémenter automatiquement. Parce qu'à chaque fois que vous mettez sur le store, il faut que la version soit supérieure. Je vais plus loin. Ce qui est important, c'est que quand je testais sur mon propre téléphone de développeur, il y a une notion de signature de l'application. Je ne veux pas utiliser une signature, on appelle ça une signature générique. Dès que vous allez mettre ça sur le store, il faut choisir signer l'application. À ce moment-là, Windev, il vous dit avec ce bouton, je peux vous créer un fichier de clé de signature pour Google. Vous cliquez dessus. Windev va vous dire, je vais le créer. Ce fichier va lui donner un nom et un mot de passe. Alors, ce nom-là, il le donne ici. Normalement, c'est votre nom, prénom, celui qui ouvre la session Windows. Et le fichier, il a une extension .jks. Ici, le mot de passe, c'est votre nom et prénom. Vous pouvez le changer ou vous pouvez le laisser comme ça. Mais attention, une fois que je fais OK, il faut se rappeler le chemin complet. Il faut se rappeler du mot de passe. Et donc ici, j'ai rien à faire. Il faut juste que, par précaution, que je le sauvegarde dans un endroit sûr. Parce que quand vous allez commencer à déployer votre application sur Google Play Store, chaque fois que vous faites une version, il vous demandera de donner un nouveau APK, un nouveau fichier de générer. Si la clé a changé entre les temps, vous ne pouvez plus mettre à jour votre application sur le store. Donc si vous perdez ce fichier-là, à un moment donné, ça déconne sur votre PC, vous le perdez, vous ne pourrez plus mettre à jour votre application sur le store. Je fais suivant. Ici, je laisse, c'est pas très important. Si vous avez des fichiers qu'il faut partager avec tous les utilisateurs, vous pouvez les mettre ici. C'est votre fichier, ça peut être des fichiers texte, des fichiers PDF, etc. Les fichiers bases de données, moi je les mets ici parce que c'est pour test. Là, je peux tous les supprimer. Donc, je peux tous les enlever après. Normalement, votre application doit travailler avec une base de données distante, donc on n'a pas à lui donner les fichiers. Ici, donc, rien de spécial pour nous. Rien de spécial ici. Ici, c'est Windev qui génère les permissions qu'on va demander à l'utilisateur de votre application. On va lui dire, attention, vous accédez
la mémoire de son téléphone. Attention, vous allez accéder à l'Internet pour qu'il accepte ou pas. C'est tout. Donc ici, rien de spécial pour notre application. Donc je vous renvoie à chaque fois sur ma vidéo numéro 3. Et ici, très important, vous dites que votre application fonctionne à partir de quelle version d'Android. Des fois, vous n'aurez pas le choix parce que vous utilisez certaines fonctionnalités qui ne fonctionnent pas avec les vieux Android. Donc, choisissez la version minimale qui permet à plein d'utilisateurs de faire votre application, mais ne prenez pas le risque de donner une version qui n'apparaît pas. De toute façon, si quelqu'un a un téléphone inférieur, moi j'ai pris 6 ici, il ne verra pas votre application sur le store. On fait suivant et c'est terminé. Quand je vais cliquer sur terminer, il va générer, ça va prendre un certain temps, il va générer l'application. Moi je vous montre, parce que je l'ai déjà fait, je ferme. Je vous montre une fois que c'est généré, vous devez trouver l'endroit où vous avez votre projet sur votre poste de développeur. Moi, je l'ai ici, donc le dossier. Je double-clique dedans. On a un dossier qui s'appelle exe comme exécutable. Je rentre dedans. Et là, comme mon application elle fonctionne avec les deux, j'ai deux dossiers Android et l'autre iOS. Je rentre dans Android et là, je trouve donc le fichier APK que je viens de générer. Ici, il n'y a pas d'erreur. Et c'est ce fichier-là que je peux partager avec des gens, donc des personnes privées, mais je ne peux pas le mettre sur le store. Si je veux le mettre sur le store, je recommence, je fais générer, je fais suivant, et cette fois-ci, je choisis le deuxième choix, générer pour Google Play Store. Toutes les autres options restent les mêmes. Donc là, c'est pas la peine que je déroule l'assistant, ça reste le même. À la fin, il va commencer à générer, ça va prendre quelques minutes, et il vous mettra au même endroit le fichier qui porte le même nom, mais il a une extension .aab qui vient donc de Android App Bundle, comme ici. Je vous le montre. Vous mémorisez un petit peu le nom. Ici, ce nom que j'ai mis en bleu, ABB signifie ceci. À partir de l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, Google exige qu'on crée ce fichier-là et puis des APK. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt. Vous avez généré, maintenant il faut déployer. Alors, je reviens ici. Donc on a fait ça ici. Ici, petit b toujours cinquièmement, maintenant il faudrait que vous assurez, si vous l'avez déjà, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, il faudrait que vous allez sur la page de Google Play Console, c'est-à-dire que c'est l'endroit où le développeur va déployer son application, ses applications. Si vous n'en avez pas, il faut aller et créer ça avec une adresse Gmail. Je vous montre. Ici, j'ai tapé sur Google Play Console. Ici, je tombe sur un résultat. Ici, vous voyez Google Play Console. Je clique dessus et là, on me dit accéder à la Play Console. Et normalement, comme j'ai pas, moi, il me dit accéder parce que j'ai déjà un compte. Sinon, il va vous demander votre adresse email, votre mot de passe et vous rentrez donc chez Google. Quand vous rentrez, ça va donner ceci. Donc moi, je suis ici, j'ai plein d'applications que j'ai déjà développées et j'ai un bouton créer une application. Et vous commencez ici à lui donner un nom qui apparaîtra sur la fiche de Google Play, donc sur le store de Google, et il va poser plein de questions. Vous répondez à ça. Vous allez remplir à gauche plein de pages d'informations. Donc la première fois, c'est un petit peu long. Vous remplissez tout vous répondez à des questionnaires, etc. Et à un moment donné, quand vous avancerez, il vous demandera de télécharger le fichier ABB, celui qu'on a donc vu ici en bleu. Donc vous le glisserez et à un moment donné, il vous dit que tout est prêt. Et il reste une petite chose à faire ici. Quand vous aurez donc téléchargé votre fichier ABB, quand vous aurez répondu à toutes les questions, préparé la fiche, etc. Il y aura en bas ici à gauche, ici, il me le présente pas parce que j'ai pas encore fait l'application. Je vais regarder une application qui existe déjà pour vous montrer. On vous conseille de ne pas déployer l'application directement sur Play Store. Vous allez faire ici, regardez, ici à gauche, je vais choisir test. Et ici, vous avez le droit de créer des tests fermés. Test fermé, ça veut dire que vous allez mettre votre fichier ABB ici et vous allez décider quelque part, ici créer un canal, etc. Vous allez décider les personnes qui vont
être autorisé à tester votre appli. C'est une bonne méthode. Test fermé. Ceux qui n'ont pas l'adresse email inscrite ici ne pourront pas voir votre application. Ils ne pourront pas le tester. Donc, vous rentrez des personnes de votre entourage, de votre entreprise. Vous leur donnez donc, vous mettez leur adresse email et recevront de la part de Google un lien qui leur permet de télécharger votre application, de la tester. Le mieux, c'est de tester avec des gens qui ont des téléphones de taille et de modèles différents. Et une fois que les tests fermés vous vont bien, on les appelle les tests alpha, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire ce qu'on appelle les tests ouverts. Dans ce cas-là, les tests ouverts, vous allez permettre à plein de gens de tester aussi. Mais ça reste encore pas très connu, pas déployé complètement. Et quand c'est fini, à un moment donné, dans les tests ouverts ou fermés, ça dépend est-ce que j'avais fait l'un ou deux, vous aurez un bouton pour dire déploiement en production. En production, ça veut dire que ça va aller sur Play Store. Google mettra une journée, 24 heures, 48 heures, 72 heures, selon le nombre de personnes qui déploient des applications. On vous répondra que ça a été déployé. On vous dira qu'il faut corriger des choses. Vous corrigez et le processus de déploiement Google est terminé. Comment ça se passe maintenant pour iOS? iOS, il vous dit qu'il faut créer un compte chez Apple Developer. Malheureusement, c'est payant. Normalement, à ce jour, au moment où je vous parle en juin 2022, l'abonnement est de 90 € l'année. Il faut d'abord créer. Alors, comment on fait ça? Je vais sur le web. Je me mets normalement ici. Vous tapez quelque part, je vais remettre là. Je tape par exemple ici Apple Developer. Vous voyez ici. Et vous allez tomber sur un lien de Apple qui s'appelle Apple Developer. Vous allez arriver à cet écran-là. Et là, vous avez en haut en anglais Account. Et ici, moi, il me connaît, il va me demander mon adresse email, mon mot de passe. Sinon, en bas, vous faites créer le vôtre dès à présent, en bas en bleu. Et à ce moment-là, on va vous poser des questions, on va vous demander des infos personnelles et on va vous demander de payer ces 90 € pour pouvoir rentrer et commencer à déployer sur le App Store de Apple. Et donc, une fois que vous avez créé ça, à un moment donné, vous allez expliquer à Apple quand vous rentrez là-dedans, avant même de mettre l'appli sur le store, vous allez pareil créer l'application, renseigner plein d'informations sur l'application et à un moment donné, vous allez créer, cette fois-ci, vous avez vu dans Android quand j'ai généré, c'est WinDev qui me génère un fichier JKS pour la fameuse signature de l'appli. Chez Apple, c'est différent. Ils vous disent dans votre console de App Developer ici, vous allez, quand vous aurez créé toutes les informations sur l'appli, on va vous demander, donc c'est Apple qui va vous générer un fichier qu'on appelle comme ceci, qu'on appelle Provisioning Profile, à gauche ici, vous voyez, le début de la flèche. Vous allez donc générer un fichier et après vous allez le donner à l'assistant de génération de WinDev. Donc allons voir comment ça se passe dans WinDev. Dans WinDev, je vais à gauche, me double-cliquer sur application iOS, je me mets dans la configuration iOS. Je clique sur générer. Ça a l'air de démarrer pareil, le même assistant, mais là, vous voyez, il n'y a pas un choix entre Google, etc. Et là, je commence à lui donner un nom, ça ressemble pareil, les informations. Et là aussi, il y a le package qui se compose de 3 parties, comme point quelque chose. Essayez d'avoir un nom unique qui reflète votre nom ou le nom de votre société et puis le nom de l'appli. Donc, c'est l'équivalent du package. Chez Apple, on l'appelle le bundle. Adresse email si on doit vous contacter, suivant. Et ici, nouveauté, Apple vous demande de créer une icône pour l'application, mais une icône pour plusieurs tailles. Pour un iPhone SK4S, un iPhone de 67 x 76, vous voyez, vous devez chercher donc un travail qu'il faut faire avant, choisir une icône et lui donner les différentes tailles qui sont demandées, sinon ça passera pas. Une fois que vous avez fait ça, donc ici, des informations qui sont pas très importantes, le logo de l'application, je vous laisse lire, ce n'est pas très compliqué. Suivant. Pareil, les numéros de version. Donnez une première version à votre appli, puis incrémentez automatiquement ou vous le faites à la main ici.
pour les prochains déploiements. Pareil, les fichiers, moi je les ai mis, mais c'est pas du tout obligatoire. Ces fichiers-là, dans notre exemple du mondial, il faut tous les supprimer. Donc moi je vais ici faire semblant d'en supprimer un, mais il faut pas les prendre parce qu'on est supposé avoir une base de données distante. Suivant. Champ HTML, ça c'est juste quelque chose sur iPhone, sur Apple, parce qu'Apple, ils sont plus stricts que chez Google. Nous, on utilise, dans mon exemple, j'utilise un champ HTML pour montrer une vidéo. C'est tout. Mais je ne vais pas, avec ce champ HTML, sortir sur un site web externe à l'application qui est sur l'iPhone ou l'iPad. Apple se méfie. Il vous dit, si vous utilisez un champ HTML, et si jamais par programmation, vous voulez afficher un site web externe, Apple va vous bloquer. Sauf si vous mettez ici, donc avec les boutons qu'il il faut mettre ici à la main les sites que vous voulez autoriser. Et donc Apple va voir les sites que vous voulez autoriser parce que il veut pas que les développeurs font des champs HTML et qu'ils puissent sortir et faire n'importe quoi avec une application sur un iPhone. Donc ça, je mets rien pour l'instant. Ici, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, si ce n'est ici, l'équivalent de ce qu'on a vu dans Android, pareil, qui est la version de l'iOS, donc iPhone, iPad minimale qu'il faut utiliser, et choisir. Il faut que vous renseigniez si vous n'êtes pas au courant de ce qu'il faut mettre minimum vu ce que vous faites dans l'appli. Suivant. Et pareil ici, donc, ce que je disais tout à l'heure, pour la signature d'une application iOS, c'est le fameux fichier que vous devez fabriquer, le provisioning profile, fabriquer sur votre page Apple Developer, et après, vous l'avez téléchargé sur votre PC de développement, et ici, il faudrait faire importer, et vous lui montrer où est-ce que vous avez téléchargé sur le provisioning profile. Une fois que vous avez fait tout ça, donc ici, ce sont tout ce que notre application demande comme autorisation à un iPhone, un iPad, Apple va vous réclamer d'écrire ici un texte en français ou en anglais, ça dépend quelle est la langue principale que cause votre application. Vous devez dire pourquoi vous utilisez cette permission. Pourquoi vous voulez aller ici. Pourquoi, par exemple, ici, etc. Ici, on regarde, il y a plein d'autorisations. J'ai l'impression que j'ai jamais demandé de faire ça, mais c'est Windev qui le génère. Ou si on le génère pas, donc ici, Apple peut refuser mon application. Donc, j'essaye de me renseigner sur le web, sur chaque permission, à quoi elle correspond, et je peux dire je ne l'utilise pas, c'est juste pour stocker une photo, c'est juste pour aller voir si vous avez le Wi-Fi, etc. Et une fois que j'ai expliqué, je fais suivant, et là c'est terminé. Moi je vais pas faire terminer parce que j'ai déjà fait. Quand c'est terminé, ça va prendre quelques minutes à générer. Et qu'est-ce qui se passe sur mon poste de développeur? Toujours dans le dossier de mon application, ici, toujours le dossier exe. Cette fois-ci, je prends le dossier iOS. Et cette fois-ci, j'ai pas un fichier, j'ai carrément un dossier qui porte le nom de mon appli .xcode.gen. Donc pour iOS, c'est un dossier que je donne. Ce n'est pas un fichier. Et une fois que j'ai fait ça, je fais comment? À ce moment-là, vous allez déployer. Donc il vous faut un Mac. Alors, il faut un Mac, c'est depuis la version 27, le Mac peut être en réseau. S'il est en réseau donc avec votre PC, et donc votre PC de développeur voit le Mac, vous pouvez donc lui envoyer ce dossier qui finit par .gen. Sinon, si vous avez un Mac à part, parce qu'on ne peut pas malheureusement envoyer directement ce fichier .gen que je vous montre en bas à gauche avec la flèche, directement sur le App Store, il va falloir recompiler ce dossier-là, ce projet-là, sur un vrai Mac avec un vrai logiciel qui s'appelle le Xcode, dont j'en parle à droite. Donc, dans l'ordre, qu'est-ce que je fais? Je prends ce fichier, ce dossier, par exemple, pardon, ce dossier qui finit par .xcode.gen, je le mets soit sur une clé USB, soit sur un dossier partage, par exemple Google Drive. Je vais ouvrir un Mac, ou je me procure un Mac. Il faut que j'installe dessus un logiciel qui s'appelle Xcode. Ce logiciel Xcode, c'est lui qui va compiler mon application fabriquée par Windev.
Et une fois que j'ai le Xcode, il faut s'assurer qu'on a une version la plus élevée. On lui demande d'ouvrir un projet et on lui montre ce dossier que j'ai mis, donc que j'ai généré par Windows. Et à ce moment-là, il va l'ouvrir dans Xcode. J'aurai une euh, J'aurai une option qui s'appelle Build, donc de construire. Il va construire, voir s'il n'y a pas d'erreur. Et à partir de la construction, j'ai les boutons pour déployer. Et pour déployer, il va me demander mon compte et il va trouver que votre application a été décrite dans ici dans cette étape précédente. Vous avez décrit l'application. Donc dans Xcode, quand je lui dis de déployer sur l'App Store, il va trouver la description de l'application et il va vous la déployer. Et de la même façon, une fois que vous l'avez déployé, vous recevrez des informations d'Apple qui vous disent s'il manque des choses à corriger ou s'il faut donc ou s'il est déjà faite, elle sera publiée. On vous dira qu'elle a été publiée sur l'App Store. Si vous ne savez pas trop faire, vous l'avez jamais fait, je vous propose de faire la chose suivante. Vous pouvez taper ici Windows mobile déployer iOS. Et là, donc une fois que j'ai fait ça, je vais toujours chercher un site qui commence par PC Soft. Et vous voyez ici, j'ai déploiement d'une application via App Store et PC Soft va m'indiquer toutes les informations nécessaires avec à un moment donné comment générer, comment préparer, comment déployer. 3 étapes ici. Au début, j'avoue que la première fois qu'on déploie une application sur l'App Store, c'est un peu compliqué. Il faut se renseigner avec d'autres personnes qui l'ont fait déjà la première fois. On tourne en rond, donc c'est un peu plus complexe que chez Google, mais on finit par le faire. Voilà les amis, donc pour la conclusion de cette série de 15 épisodes de la série des vidéos 14, j'espère que vous avez pu, si vous avez regardé tous les épisodes, apprendre des choses. Si vous êtes débutant, j'espère que vous avez vu que c'était pas du tout compliqué. C'est juste une histoire de s'initier et j'espère que j'ai réussi à vous initier un petit peu. Et si vous avez encore des questions sur cette série, si vous êtes en train de la faire et que vous bloquez sur quelque chose, ou si vous avez des questions sur des sujets que vous voudriez que je développe, n'hésitez pas. Moi, je vais me dépêcher de vous mettre sur le premier commentaire de cet épisode 15, donc le lien pour aller chercher le PDF comme d'habitude qui contient toutes les infos techniques du projet. Ah, je vous avoue que je n'ai pas fait tous les agencements, j'ai pas fait tous les dissuasions, etc. On saura le faire, je vous ai montré ça dans les autres vidéos. Écoutez, regardez, j'étais ravi de faire ces 15 vidéos avec vous, ces 15 épisodes. J'espère que vous avez aimé. Merci à vous pour mes 450 abonnés aujourd'hui qui sont fidèles. Et prochaine fois, donc vidéo numéro 15, je vous annonce déjà la couleur, sera faite sur les web services. Donc dans la vidéo 15, qu'est-ce que c'est qu'un web service? À quoi ça sert? Comment on le crée? Comment on le déploie? Comment on l'utilise? Vous saurez tout dans quelques jours. À très très bientôt.